Bon, avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour ce travail. Je suis très impressionné et ça me paraît très important parce que là, je suis devant une assemblée de jeunes et je pense que ces jeunes, dans l'avenir, ne seront ni racistes ni antisémites. Et ça me paraît très important. La deuxième chose, je vais vous amener quand même, en vous racontant mon histoire, un espoir une réalisation sur la Terre, il y a des gens absolument extraordinaires. Alors, je m'appelle Roland Lévy, je suis né à Strasbourg, consolez-vous, ma femme est messine. Je suis né en août 39, donc vous avez compris que je suis un jeune seigneur. Et en août 39, il y a eu l'évacuation de Strasbourg. Tout Strasbourg a été évacué sur Périgueux. Et ma mère travaillait dans une entreprise qui avait une succursale à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Donc au moment de l'évacuation, elle est partie à Boulogne-sur-Mer avec sa mère et moi. J'avais donc 9 mois. En septembre 39, c'est la guerre. En juin 40, c'est l'armistice. Mon père est fait prisonnier et l'Alsace-Lorraine est annexée au Grand Reich. C'est extrêmement important également. En octobre 40, les Allemands commencent à arriver à travers la France. Ils sont à Terrasson. Le premier statut, ça vous avez dû voir, le premier statut des Juifs est publié en mars 40. Donc là, voilà, j'ai des exemples. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le statut des Juifs, c'est quelque chose de formidable, du gouvernement de Vichy. Donc, aucun professeur juif, tous les professeurs instituteurs doivent quitter, les médecins juifs n'ont plus le droit de travailler. À Paris, dans le métro, il faut aller dans la 3e voiture, etc., etc. Donc, il y a eu un premier statut des Juifs en octobre 40, le deuxième en juin 41. Et le 20 janvier 1942, c'est la conférence de Wannsee. Vous avez dû voir sur sa tête au programme. La conférence de Wannsee, c'est l'éradication totale des Juifs, déjà au niveau de l'Europe. En mars 42, c'est les premières déportations des apatrides. C'est-à-dire qu'avant la guerre, un certain nombre de Juifs d'Ukraine, de Pologne et tout ça sont arrivés en France, pays des libertés, et ces gens-là n'étaient pas français, ça a été les premiers déportés, et il y a eu également le port de l'histoire. Dans ce contexte, ma mère s'est dit qu'après les apatrides, on allait déporter les Juifs français. Je pense que c'est un choix extrêmement difficile pour une mère de penser à donner son enfant. Les risques sont énormes, et ça doit être effrayant ce qui a dû se passer dans sa tête. À ce moment-là, elle était donc à Terrasson. Elle avait quitté Boulogne-sur-Mer. Ah oui, j'oublie un passage important. À Boulogne-sur-Mer, elle travaillait dans l'entreprise, mais elle était aussi interprète à la mairie. Et un soir, un officier allemand lui a dit qu'elle était sur la liste. Voilà la liste. Qu'elle était sur la liste pour le lendemain. Donc elle a réussi à partir sur Terrasson, qui est en Dordogne, et elle a trouvé refuge là-bas. Donc, voulant se séparer de son enfant pour qu'il échappe à la déportation, elle a demandé. Et il y avait à côté, il y avait 2 dames, 2 sœurs qui étaient sages-femmes, qui ont dit on connaît une famille, on a de la famille, on va voir. Et fin 42, on m'amène dans un petit village. Alors, est-ce que vous voyez où est Bordeaux? Alors, si vous regardez la carte de France, vous avez Bordeaux. Vous tirez un trait, vous arrivez à Bergerac, et vous descendez, vous arrivez à Pomport. C'est un petit village qui est extrêmement grand, il doit y avoir 10 maisons. Alors, on m'a amené là, on m'a amené chez Tonton et Tata. Ce sont des gens qui, malgré le danger, ont accepté de me prendre. Le tonton, comme je dis, était mécano, la tante, elle était couturière. Je pense que je leur dois ma survie. J'ai été choisi, j'ai été aimé, j'ai été bien nourri, d'ailleurs ça soit. C'est une vie de village extrêmement paisible. Et dans le village, tout le monde savait que j'étais juif, sauf moi, évidemment. Bon, à 2-3 ans, vous ne savez rien du tout. Alors, tout s'est très très bien passé jusqu'au 23 avril 1944.
Au 23 avril 1944, les Allemands qui étaient stationnés à Bergerac, le petit village était juste au-dessus de Bergerac, les Allemands sont montés et sur dénonciation, ils sont allés dans une ferme d'un viticulteur qui avait des armes, ils ont trouvé des armes et ils ont fusillé toute la famille. Et après, ils sont passés dans chaque maison et ça, je m'en souviens bien. Le problème, c'est que j'ai découvert, il y a quelques années, que les Allemands qui étaient venus, le capitaine SS était un Français. C'était M. Villaplane. Alors tout à l'heure, vous verrez sur vos ordinateurs, et vous chercherez Villaplane. Villaplane était le capitaine de l'équipe de France de football en 1930. Alors cet homme a eu beaucoup, était grand capitaine, etc. Bon, il était tombé plus ou moins dans la déchéance, et les Allemands, quand les Allemands sont arrivés à Paris, ils ont réquisitionné pas mal de voyous pour aller fouiller et prendre tout ce qu'on pouvait dans les maisons juives. Et Villaplane avait montré beaucoup de zèle. Ils l'ont naturalisé, donné l'uniforme de capitaine. Il est allé dans les camps de prisonniers, puisqu'il y avait des prisonniers français, notamment des Algériens, et c'est ces gens-là qui sont venus. Et moi, il y a 3 ans, quand j'ai découvert ça, j'étais catastrophé, parce que je me suis dit que tous ces gens qui sont venus parlaient tous français. Et dans le village, personne n'a parlé. C'est vraiment extraordinaire. Donc à la suite de ça, j'ai fait déposer sur l'église du village une grande plaque en reconnaissance aussi au village et à ceux qui m'ont sauvé. Donc, ensuite, on arrive à la libération en 1945. Ma mère, comment elle m'a repris, je ne sais pas vraiment, je ne me souviens pas bien, mais je sais qu'on m'a amené chez ma mère et on est allé à Lyon, chez une tante à elle, et ça c'est aussi une histoire assez intéressante. C'était 6 cours Lafayette, je me souviens bien, et on m'a dit qu'il y avait le charbonnier qui allait livrer du charbon demain. Bon, ça sonne, j'ouvre, le charbonnier monte, et ma mère se jette dans les bras du charbonnier. C'était mon père. C'était mon père qui venait d'être libéré du camp de prisonniers qui venait d'arriver, donc j'ai fait connaissance de mon père. À ce moment-là, mes parents avaient tout perdu, ils n'avaient rien. Donc on m'a renvoyé dans mon village pendant quelques années. Là-bas, je suis allé à l'école. J'ai appris la naissance d'une sœur et d'un frère. Et en 1948, nous sommes rentrés sur Strasbourg. Bon, l'adaptation a été un peu compliquée parce que mes parents parlaient alsacien. Moi, je parlais le patois périgourdin couramment. Eux parlaient alsacien, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Bon, c'était un peu difficile. Alors, mes parents ont fait un deal avec moi. Si tu travailles bien à l'école, tu peux retourner tous les étés. Donc, tous les étés, je retournais, je travaillais au garage. Donc, si vous avez des toutes vieilles voitures, je peux vous aider, je sais tout faire. Je sais régler les vis placinées, je sais tout faire. Sur les nouvelles, je ne sais rien faire parce qu'il faut de l'électronique. Et alors, comme il fallait que je travaille bien pour aller, donc j'ai fait des études. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis un spécialiste des lasers, de l'interaction laser-matière. Donc si vous avez des questions en maths ou en physique, je suis là. Quelque chose qui est très important, il n'y a eu aucun rapport d'argent. Il n'y a jamais eu de rapport d'argent. Et quand j'ai été plus âgé, j'ai voulu les aider. Il n'y avait pas de rapport d'argent, ça n'a pas existé. Alors de ce fait-là, en 2005, ils ont reçu la médaille des Justes. Et comme vous étiez à Paris, est-ce que vous êtes allé le long du mur des Justes? Oui. Eh bien, sur l'année 2005, vous trouverez, si vous y retournez un jour, vous trouverez Amélie et Louis Delbos. Ils sont sur le mur des Justes. Bon, c'est sûr que j'ai un grand sentiment énorme de reconnaissance envers ces gens et d'attachement. Je retourne chaque année. Quand j'ai connu ma femme, Messine, la première chose que j'ai faite, je l'ai amenée là-bas. J'ai amené mes enfants, j'ai amené mes petits-enfants. D'ailleurs, mes petits-enfants, ils veulent y retourner. Je pense que ça a eu une forte influence sur moi. Et je crois qu'il faut éduquer les gens à la tolérance et à accepter la différence. Je pense que peu importe la différence des gens, peu importe la religion que vous ayez, mais ces choses-là se passent à la maison, pas à l'extérieur, et pas endoctriner les autres. Si vous êtes bouddhiste, je respecte, mais vous n'avez pas à me l'imposer. Et je crois que c'est ça qu'il faut vous battre pour ça, et je crois que là, les choses iront mieux.
Voilà, maintenant je suis... ça, c'est d'autant plus important que vous voyez dans le monde actuel ce qui se passe. Il se passe des drôles de choses. On ne sait pas où on va. Voilà, maintenant je suis prêt à répondre à toutes les questions. Pas de questions. Alors, tu peux raconter la vie que tu avais chez ton oncle, tonton et tata? Quelle vie tu menais là-bas? Puisqu'il venait de la ville de Strasbourg, enfin, à 9 mois. Hein. La ville que je menais là-bas, entre 42 et 45, j'en sais rien. Je ne me souviens pas, je ne sais pas. Je pense que, je raconte toujours, je suis très gourmand. Donc tout ce qu'on me donnait à manger, je mangeais. Donc j'étais choyé et ça se passait très bien. Parce que si on vous amène tout à l'heure un enfant de 2 ans, et je reconnais, et qui crache tout ce que vous leur donnez à manger, au bout de 15 jours, vous devenez malade et puis vous le tapez, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Donc moi, j'étais choyé, tout se passait bien. Et puis par la suite, alors quand je suis retourné là-bas, tous les 14 juillet, à l'époque, les vacances c'était le 14 juillet, le 14 juillet on me mettait dans le train, à Paris, le tonton m'attendait à Paris avec de quoi manger, on descendait sur les bornes, la voiture, et puis le lendemain on m'achetait une veste de travail, des pantalons, et je travaillais au garage, j'aimais ça, je veux dire, je travaillais au garage, et puis après, bon, j'ai pu... Et après, je suis retourné toujours. Bon, j'ai fait des études à Strasbourg, etc. Bon. Roland intervient dans les écoles sur place tous les ans. Donc chaque année, il intervient dans beaucoup d'écoles là-bas. Et il y a une institutrice qui a créé un jeu de loi là-bas autour de l'histoire de Roland et qui est joué et qui régulièrement fait avec les élèves là-bas. Donc autour de son histoire, autour des différents lieux. Et donc c'est un jeu de loi qui réactualise l'histoire. Alors réfléchissez quand même si vous n'avez pas de questions parce que M. Lévy, voilà, déjà a fait le déplacement, donc merci beaucoup. Et de deux, profitez-en parce que c'est pas voilà, c'est un moment qui ne pourra pas se reproduire 2 fois. Voilà, donc réfléchissez quand même s'il n'y a pas des questions qui vous viennent. Comment vous avez vécu après la guerre? Est-ce que le regard des gens il avait changé envers vous et votre famille, par exemple? Ben, ce que j'ai vécu avant la guerre, c'est que, bon, dans mon village, là-bas, tout était parfait. Mais ce que j'ai découvert, c'est que quand on s'appelle Lévy, c'est bizarre, hein, les gens, ils ont des fois des réflexions. Et puis, je connaissais rien, je veux dire, en 46-47, quand mes parents m'ont repris, j'étais pas au courant des déportations. Moi, je savais qu'il y avait eu la guerre, je savais qu'il y avait les Allemands, ça je le savais, j'en entendais parler toute la journée, hein. Ça je savais, mais les déportations, là, je ne savais pas. Bon, moi, je pensais qu'on m'avait mis à la campagne parce que c'est le bon air et que dans les grandes villes, on ne trouve pas beaucoup à manger, mais j'avais pas du tout la notion de ces choses-là. Mais après, bon. Oui. Du coup, vous avez appris à quel âge que vous étiez juif? Eh ben, j'ai appris, je sais pas, au 46, mais je comprenais rien, je veux dire. Quand mes parents m'ont repris, je sais pas si vous connaissez des choses simples du judaïsme, qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Moi, je comprenais pas, chez mes parents, je comprenais pas, je pigeais pas. Et puis alors, surtout mon grand étonnement, c'est dans la cuisine, il n'y avait pas de jambon qui était pendu, vous voyez. À la campagne, là-bas dans le Périgord, c'est la base de l'alimentation, surtout pendant la guerre. Interdiction. Et puis quand c'est les fêtes de Pâques, pendant 1 semaine, il ne faut pas manger de pain. Moi, mes parents, je trouvais que c'était des drôles de gens. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Oui. Et vous habitez où actuellement? À Strasbourg. Ah, vous êtes pas... Non, mais ça, c'est le fait du hasard. C'est le fait du hasard, c'est que j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, en Angleterre et tout ça, mais j'ai une femme qui est messine et qui parle que le français. Alors, c'était dur de partir. C'est une bonne Française, elle parle que français. Pardon ? Il
plus que Clélie. C'est dommage que ma femme n'est pas là, elle vous aurait répondu. Non, a priori, je ne sais pas, peut-être. Non, non. Sa femme dit oui. Voilà. Quoi, ça? Ta femme dit que si. Si elle dit que si, oui. En tout cas, bon, ce que ça a entraîné, juste pour dire quelque chose de compliqué qui se rejoue dans toutes les histoires d'enfants cachés, c'est que les liens, alors vous avez peut-être pas très bien compris parce que ça a été assez rapide, après la guerre, ses parents l'ont pris et n'avaient rien du tout, comme beaucoup de ces familles qui sont revenues, ils n'avaient rien. Donc ils l'ont remis pendant 4 ans, alors que c'était pas justifié théoriquement, mais c'était pour qu'il puisse vivre normalement. Il est retourné pendant 4 ans dans sa famille, dans cette famille d'accueil, enfin c'est tonton et tata. Et pendant ces 4 ans, ses parents ont eu un enfant et un deuxième enfant, qui eux sont restés avec les parents. Donc lui était à Pomport et il a appris, il vous l'a dit rapidement, il a appris par un télégramme qu'il avait un frère et une sœur. Et il me disait encore dans la voiture tout à l'heure, bon, ça ne représentait rien pour moi, j'ai eu un télégramme qui me disait que j'avais un frère et une sœur. Donc il y a eu en fait dans la famille une séparation d'organisation ou de lien entre ce frère et ses sœurs qui sont restés, qui n'ont pas du tout la même histoire, et lui qui est resté. Et c'était le seul à partir tous les étés dans cette famille à Pomport, alors que le reste de la famille restait ensemble ou partait dans des camps de vacances d'enfants. Enfin, ça a entraîné en tout cas des conséquences, on va dire, au niveau des liens familiaux. Mais j'ai un ami qui est également psychiatre et qui m'a dit assez récemment que j'avais rien compris, que mes vrais parents c'était eux. Oui. Que j'avais rien compris. Oui. Maintenant, je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie et dans mon métier au CNRS, j'ai jamais subi quoi que ce soit. Je reconnais que j'ai jamais eu d'allusion, j'ai jamais eu rien. J'ai eu toutes les promotions voulues. Je veux dire, mon nom n'a joué en rien. À aucun moment. Mais la chance qu'il a eue, c'est que sa mère, peut-être son père aussi, c'est que sa mère accepte qu'il retourne tous les ans à Pomport, qu'il n'y ait pas eu de compétition comme ça affective entre les deux. Parce que ce qui est souvent difficile, c'est que justement, il y en a eu quand même de la compétition. Ouais, mon père, je pense qu'il n'a pas supporté, je pense. J'ai eu quasiment pas de rapport avec lui. On a peut-être échangé 100 mots dans notre vie. On n'avait rien à se dire. Et puis bon, pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Compliqué. Mais bon. Donc c'est grâce à ta mère. J'ai une petite fille qui maintenant, quel âge elle a, je crois qu'elle a 24 ans, elle m'a dit récemment, tu as quand même eu de la chance, papy. Je dis pourquoi? Tu as eu 2 mamans. Elle a compris pas mal de choses. Ouais, elle a dit ça à Sophie. Là. Oui. Et est-ce que les personnes qui vous ont permis pendant la guerre, est-ce qu'elles ont des enfants? Pardon? Est-ce qu'elles ont des enfants? Non, ils n'avaient pas d'enfants. Non, ils n'avaient pas d'enfants, non. Considéré comme Je pense, oui. Oui. Non, il me considérait d'autant plus que quand j'étais adulte, un jour le tonton il m'a sorti des papiers, ils avaient tout fait pour l'adoption. Donc quand on dit que les gens ne savaient pas ce qui se passait pendant la guerre, c'est faux. Puisque voilà des gens qui n'étaient pas, comment on dit, ils n'étaient pas cultivés. Ouais. C'était des gens, on travaille et puis c'est tout. On mange, on travaille, voilà. Ils n'avaient pas de culture, ils n'avaient pas d'études, ils n'avaient rien. Eh bien, pourquoi il avait fait des papiers d'adoption? Donc il savait pertinemment que la chance que mes parents survivent est faible. Donc les gens savaient ce qui se passe. Contrairement à ce qu'on raconte, ils ne savaient pas. Ils savaient pas. Oui. Est-ce que quand vous êtes arrivé dans le village avec ouais. Est-ce que vous saviez que c'était pas vos vrais parents? Ah ben, je savais que c'était pas mes parents. Oui, on m'a dit, on t'amène chez tonton et tata, mais vous savez... à 2 ans et demi, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très gourmand, donc je mangeais, j'étais content, on me choyait, on me lavait pas trop, on faisait chauffer de l'eau tous les dimanches, on me mettait dans une bassine, le reste du temps, je sais pas ce qu'on faisait, on me débarbouillait peut-être, hein, mais c'était... Ouais. Mes petits-enfants me reprochent que je me lave pas assez. Tu peux raconter quand les nazis sont venus, enfin la Gestapo est venue dans la maison, parce que tu le racontes. Oui, c'est caché, si tu peux raconter ça. Bah, là, je vous ai dit, là, quand ils sont venus, les Allemands, donc ils parlaient tous français. C'est très bizarre, je sais qu'ils sont rentrés, ils ont vidé les armoires, j'ai eu peur. Là, j'avais 5 ans, je me suis mis sous la table, j'avais peur, c'est très bizarre, j'ai eu très peur. Ils ont fouillé, ils sont partis. Mais ça a été un choc quand j'ai appris que tout le monde parlait français.
dont les gens dans le village auraient pu leur parler. Parce que les gens, plus tard, tout le monde a raconté, mais on savait bien que tu étais un petit juif. Le tonton, il racontait que c'était un neveu qui venait parce que c'était la guerre. Mais on connaissait la famille du tonton, on savait qu'il n'avait pas de neveu. Donc ça pouvait être qu'un petit juif. Donc tout le monde savait, sauf moi. Je suis allé à l'école là-bas, et maintenant j'ai encore deux, trois copains là-bas. Des gens, bon, ça c'est un peu éparpillé dans la vie. Mais chaque année je retourne. Bon, évidemment, ils sont morts depuis quelques années, mais chaque année je me fais un devoir et je continuerai tant que je pourrai d'aller sur la tombe. Et qu'est-ce que tu as écrit sur la tombe? Hein? Qu'est-ce que tu as fait inscrire sur la tombe? J'ai fait écrire Amélie et Louis furent des justes parmi les justes. Et tu as signé ton nom? J'ai signé, ensuite j'ai signé Roland Lévy. Alors je ne sais pas si vous savez, mais dans la tradition juive, quand on va au cimetière, on met une pierre sur la... Alors je ne sais pas très bien l'explication, mais on met une pierre. Et bien voilà, c'est une tombe écuménique, il y a un grand Christ et il y a une pierre. Et personne n'y touche. Et chaque année je vais là-bas, chaque année tout est impeccable. Donc c'est quand même un message d'espoir, il y a des gens sur Terre extraordinaires. Bon.